à son art et à ses connaissances. Nous faisons tous plus ou moins le rôle du critique d'appel, et quoique nous ne connaissions que la chaussure, nous jugeons aussi de la jambe. Quoique nous ne connaissions que la jambe, nous descendions aussi à la chaussure. Le peintre Appel conseilla à son cordonnier de réserver ses critiques aux chaussures. Dans Pline, Histoire naturelle. Et Valère, Maxime. Fait et dit mémorable. Mais nous ne portons pas seulement ou cette témérité ou cette ostentation de détail dans le jugement des productions de l'art, celles de la nature n'en sont pas exemptes. Entre les tulipes d'un jardin, la plus belle pour un curieux sera celle où il remarquera une étendue, des couleurs, une feuille, des variétés peu communes. Mais le peintre occupé d'effets de lumière, de teintes, de clair-obscur, de formes relatives à son art, négligera tous les caractères que le fleuriste admire, et prendra pour modèle la fleur, même méprisée par le curieux. Diversité de talent et de connaissances, cinquième source de diversité dans les jugements. Grand morceau de musique. D'Alembert a dit dans le discours préliminaire du dictionnaire encyclopédique, discours qui mérite bien d'être cité dans cet article, qu'après avoir fait un art d'apprendre la musique, on en devrait bien faire un de l'écouter. Et j'ajoute qu'après avoir fait un art de la poésie et de la peinture, c'est en vain qu'on en a fait un de lire et de voir, et qu'il régnera toujours dans les jugements de certains ouvrages une uniformité apparente, moins injurieuse à la vérité pour l'artiste que le partage des sentiments, mais toujours fort affligeante. Entre les rapports, on peut distinguer une infinité de sortes. Il y en a qui se fortifient, s'affaiblissent et se tempèrent mutuellement. Quelle différence dans ce qu'on pensera de la beauté d'un objet si on les saisit tous ou si l'on n'en saisit qu'une partie. Seconde source de diversité dans les jugements, il y en a d'indéterminés et de déterminés. Nous nous contentons des premiers pour accorder le nom de beau toutes les fois qu'il n'est pas de l'objet immédiat et unique de la science ou de l'art de les déterminer. Mais si cette détermination est l'objet immédiat et unique d'une science ou de l'art, nous exigeons non seulement les rapports, mais encore leur valeur. Voilà la raison pour laquelle nous disons un beau théorème et que nous ne disons pas un bel axiome. Quoiqu'on ne puisse pas nier que l'axiome exprimant un rapport n'ait aussi sa beauté réelle. Quand je dis en mathématiques que le tout est plus grand que sa partie, j'énonce assurément une infinité de propositions particulières sur la quantité partagée, mais je ne détermine rien sur l'excès juste du tout sur ses portions. C'est presque comme si je disais le cylindre est plus grand que la sphère inscrite et la sphère plus grande que le cône inscrit. Mais l'objet propre et immédiat des mathématiques est de déterminer de combien l'un de ces corps est plus grand ou plus petit que l'autre, et celui qui démontrera qu'ils sont toujours entre eux comme le nombre 3 de 1 aura fait un théorème admirable. La beauté, qui consiste toujours dans les rapports, sera dans cette occasion, en raison composée, du nombre des rapports et de la difficulté qu'il y avait à les apercevoir, et le théorème qui énoncera que toute ligne qui tombe du sommet d'un triangle isocèle sur le milieu de sa base partage l'angle entre deux angles égaux ne sera pas merveilleux. Mais celui qui dira que les asymptotes d'une courbe s'en approchent sans cesse, sans jamais la rencontrer, et que les espaces formés par une portion de l'axe, une portion de la courbe, l'asymptote et le prolongement de l'ordonnée sont entre eux comme tel nombre à tel nombre, sera beau. Une circonstance qui n'est pas indifférente à la beauté, tout à coup concentrée dans un point de l'espace et du temps. La perception des rapports est donc le fondement du beau. C'est donc la perception des rapports qu'on a désignée dans les langues sous une infinité de noms différents, qui tous n'indiquent que différentes sortes de beau. Mais dans le nôtre, et dans presque toutes les autres, le terme beau se prend souvent par opposition à joli, et tout ce nouvel aspect, il semble que la question du beau ne soit plus qu'une affaire de grammaire, et qu'il ne s'agisse plus que de spécifier exactement les idées qu'on attache à ce terme. Après avoir tenté d'exposer en quoi consiste l'origine du beau, il ne nous reste plus qu'à rechercher celle des opinions différentes que les hommes ont de la beauté. Cette recherche achèvera de donner de la certitude à nos principes, car nous démontrerons que toutes ces différences résultent de la diversité des rapports aperçus ou introduits tant dans les productions de la nature que dans celles des arts. Le beau qui résulte de la perception d'un seul rapport est moindre ordinairement que celui qui résulte de la perception de plusieurs rapports. La vue d'un beau visage ou d'un beau tableau affecte plus que celle d'une seule couleur, un ciel étoilé qu'un rideau d'azur.
un paysage, qu'une campagne ouverte, un édifice, qu'un terrain uni, une pièce de musique, qu'un son. Cependant, il ne faut pas multiplier le nombre des rapports à l'infini. Et la beauté ne suit pas cette progression. Nous n'admettons de rapport dans les belles choses que ce qu'un bon esprit en peut saisir nettement et facilement. Mais qu'est-ce qu'un bon esprit? Où est-ce ce point dans les ouvrages en deçà duquel, faute de rapport, ils sont trop unis et au-delà duquel ils en sont chargés par excès? Première source de diversité dans les jugements, ici commencent les contestations. Tous conviennent qu'il y a un beau, qu'il est le résultat des rapports aperçus, mais selon qu'on a plus ou moins de connaissances, d'expérience, d'habitude de juger, de méditer, de voir, plus d'étendue naturelle dans l'esprit, on dit qu'un objet est pauvre ou riche, confus ou rempli, mesquin ou chargé. Mais combien de compositions où l'artiste est contraint d'employer plus de rapports que le grand nombre n'en peut saisir, et où il n'y a guère que ceux de son art, c'est-à-dire les hommes les moins disposés à lui rendre justice, qui connaissent tout le mérite de ses productions. Que devient alors le beau? Où il est présenté à une troupe d'ignorants, qui ne sont pas en état de le sentir, où il est senti par quelques envieux, qui se taisent. C'est là souvent tous les faits. On peut assurer que les idées simples qu'un même objet excite en différentes personnes sont aussi différentes que les goûts et les dégoûts qu'on leur remarque. C'est même une vérité de sentiment, et il n'est pas plus difficile que plusieurs personnes diffèrent entre elles dans un même instant relativement aux idées simples, que le même homme ne diffère de lui-même dans les instants différents. Nos sens sont dans un état de vicissitude continuelle. Un jour on n'a point Dieu, un autre jour on entend mal, et d'un jour à l'autre on voit, on sent, on entend diversement. Neuvième source de diversité dans les jugements des hommes d'un même âge et d'un même homme en différents âges. Il se joint par accident à l'objet le plus beau des idées désagréables. Si l'on aime le vin d'Espagne, il ne faut qu'en prendre avec de l'émétique pour le détester. Il ne nous est pas libre d'éprouver ou non des nausées à son aspect. Le vin d'Espagne est toujours bon, mais notre condition n'est pas la même par rapport à lui. De même, ce vestibule est toujours magnifique, mais mon ami y a perdu la vie. Ce théâtre n'a pas cessé d'être beau depuis qu'on m'y a sifflé, mais je ne peux plus le voir sans que mes oreilles ne soient encore frappées du bruit des sifflets. Je ne vois sous ce vestibule que mon ami expirant. Je ne sens plus sa beauté. Dixième source d'une diversité dans les jugements occasionnée par ce cortège d'idées accidentelles qui ne nous est pas libre d'écarter de l'idée principale. Horace, derrière le cavalier chevauche le noir souci. Lorsqu'il s'agit d'objets composés et qui présentent en même temps des formes naturelles et des formes artificielles, comme dans l'architecture, les jardins, les ajustements, notre goût est fondé sur une autre association d'idées moitié raisonnables, moitié capricieuse, quelque faible analogie avec la démarche, le cri, la forme, la couleur d'un objet malfaisant, l'opinion de notre pays, les conventions de nos compatriotes. Tout influe dans nos jugements. Ces causes tendent-elles à nous faire regarder les couleurs éclatantes et vives comme une marque de vanité ou de quelque autre mauvaise disposition de cœur ou d'esprit? Certaines formes sont-elles en usage parmi les paysans ou des gens dont la profession, les emplois, le caractère nous sont odieux ou méprisables? Ces idées accessoires reviendront malgré nous avec celles de la couleur et de la forme, et nous prononcerons contre cette couleur et ces formes, quoiqu'elle n'ait rien en elle-même de désagréable. Onzième source de diversité. Quel sera donc l'objet dans la nature sur la beauté duquel les hommes seront parfaitement d'accord? La structure des végétaux, le mécanisme des animaux, le monde, mais ceux qui sont le plus frappés des rapports, de l'ordre, des symétries, des liaisons qui règnent entre les parties de ce grand tout, ignorant le but que le Créateur s'est proposé en le formant, ne sont-ils pas entraînés à prononcer qu'il est parfaitement beau par les idées qu'ils ont de la divinité? Et ne regardent-ils pas cet ouvrage comme un chef-d'œuvre, principalement parce qu'il n'a manqué à l'auteur ni la puissance ni la volonté pour le former tel? Mais combien d'occasions où nous n'avons pas le même droit d'inférer la perfection de l'ouvrage, du nom seul de l'ouvrier, et où nous ne laissons pas que d'admirer. Ce tableau est de Raphaël, cela suffit. Douzième source, sinon de diversité, du moins d'erreur dans les jugements. Les êtres purement imaginaires, tels que le sphinx, la sirène, le faune, le minotaure, l'homme idéal, sont ceux sur la beauté desquels on semble moins partagé, et cela n'est pas surprenant.
Ces êtres imaginaires sont à la vérité formés d'après les rapports que nous voyons observer dans les êtres réels. Mais le modèle auquel ils doivent ressembler, éparse entre toutes les productions de la nature, est proprement partout et nulle part. Quoi qu'il en soit de toutes ces causes de diversité dans nos jugements, ce n'est point une raison de penser que le beau réel, celui qui consiste dans la perception des rapports, soit une chimère. L'application de ce principe peut varier à l'infini, et ces modifications accidentelles occasionner des dissertations et des guerres littéraires. Mais le principe n'en est pas moins constant. Il n'y a peut-être pas deux hommes sur la Terre qui aperçoivent exactement les mêmes rapports dans un même objet et qui le jugent beau au même degré. Mais s'il y en avait un seul qui ne fût affecté des rapports dans aucun genre, ce serait un stupide parfait. Et s'il y était insensible seulement dans quelques genres, ce phénomène décèlerait en lui un défaut d'économie animale. Et nous serions toujours éloignés du scepticisme par la condition générale du reste de l'espèce. Le beau n'est pas toujours l'ouvrage d'une cause intelligente. Le mouvement établit souvent soit dans un être considéré solitairement, soit entre plusieurs êtres comparés entre eux, une multitude prodigieuse de rapports surprenants. Les cabinets d'histoire naturelle en offrent un grand nombre d'exemples. Les rapports sont alors des résultats de combinaisons fortuites, du moins par rapport à nous. La nature imite, en se jouant, dans 100 occasions, les productions de l'art. Et l'on pourrait demander, je ne dis pas si ce philosophe, il s'agit d'Aristippe dans Cicéron, La République 1, qui fut jeté par une tempête sur les bords d'une île inconnue, avait raison de s'écrier à la vue de quelques figures de géométrie: « Courage, mes amis, voici des pas d'hommes. » Mais combien il faudrait remarquer de rapports dans un être pour avoir une certitude complète qu'il est l'ouvrage d'un artiste? En quelle occasion un seul défaut de symétrie prouverait plus que toute somme donnée de rapports? Comment sont entre eux le temps de l'action de la cause fortuite et les rapports observés dans les effets produits? Et si, à l'exception des œuvres du Tout-Puissant, il y a des cas où le nombre des rapports ne puisse jamais être compensé par celui des jets